Les 3 cas qui m'intriguent énormément du côté du Paris Saint-Germain. Salut tout le monde, c'est TMF et de toute façon je vais pas faire semblant qu'il y ait un suspense même si j'ai pas mis les noms dans le sommaire étant donné que selon les vignettes que vous avez vues pour cette vidéo, eh bien vous avez tout simplement eu les 3 joueurs dont on va parler aujourd'hui. C'est des joueurs qui m'intéressent particulièrement mais vous allez le comprendre, les situations sont hyper différentes et pour chacun, eh bien on va avoir l'occasion de parler de choses différentes du côté du Paris Saint-Germain. On va parler de pression médiatique, d'extra sportif, de dynamique de groupe, de mercato pour un cas, on parlera pour un autre de pression médiatique également, d'adaptabilité tactique, de contraintes spécifiques sous Luis Enrique et de potentiel. Et pour le dernier, eh bien on parlera d'entraînement, de changement de profil, de questions médicales. Bref, ce sont des sujets vastes et variés. Et en fait, à travers ces 3 joueurs, je considère qu'on va avoir un beau panel de plein de sujets du côté du Paris Saint-Germain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en semaine de Champions League, donc on clôturera la vidéo pour parler du match face à Bilbao. Je vous donnerai mon petit pronostic dans une partie sponsorisée par Winamax. En attendant, je vous montre les cotes pour la rencontre, les pronostics les plus posés et comme d'habitude, si vous avez envie de vous lancer lors de la création de votre compte, vous pouvez utiliser le code promo TMF10, ça aide la chaîne et surtout ça vous donne 10 € en free bet et en plus pour votre premier dépôt, Winamax rembourse votre pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Le gros point sur les différents cas très intéressants à mon sens au Paris Saint-Germain, c'est maintenant. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Est-ce qu'on a le droit de parler du bordel qu'il y a autour de Safonov du côté du Paris Saint-Germain? Et finalement c'est un bordel alors que la situation sportive elle est plutôt calme mais ça devrait être au contraire plutôt une perspective de sérénité et de réjouissance, surtout quand on regarde le match qu'il a fait face à Rennes, mais en ce moment c'est compliqué. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'autour de Safonov il y a le grand sujet Zabarny, l'un est ukrainien, l'autre est russe et évidemment ça chauffe un petit peu entre les deux, mais ça c'est ce qu'on imagine parce qu'en réalité on en sait strictement rien. Il y a beaucoup de spéculations autour de ça et il y a eu de l'huile qui a été jetée sur le feu par la compagne de Zabarny avec un message sur son canal Telegram où elle disait « Ne cherchez pas des framboises dans la merde ni d'âme chez les moscovites » et évidemment ça a relancé un petit peu les débats de la cohabitation entre les deux joueurs, d'autant plus que Safonov lorsqu'il était titulaire, eh bien Zabarny était malade et il y a déjà quelques spéculations autour du fait que peut-être que c'était une maladie diplomatique. Honnêtement, moi j'ai pas d'avis sur la question de fond, mais ce qui va m'intéresser c'est plutôt la forme du côté du Paris Saint-Germain. C'est une affaire qui va fatiguer beaucoup de supporters vu qu'on a l'impression qu'il y a les dramas qui sont de retour dans le vestiaire, qu'il y a à nouveau de l'extra sportif qui prend beaucoup de place dans la presse alors que la saison passée elle avait ravi tout le monde parce que justement au-delà des excellents résultats du Paris Saint-Germain, même quand c'était compliqué, tout le monde s'accordait à dire qu'au moins la priorité semblait être du côté sportif. Mais finalement il y a beaucoup de supporters qui sont agacés à cause d'une situation dont on ne connaît rien en coulisses. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que la situation de Safonov du côté du Paris Saint-Germain, pour moi, c'est quand même un dossier dont on parle peu alors qu'il est hyper intéressant ce cas. C'est un gardien remplaçant qui est venu pour 20 millions d'euros et je sais pas ce que vous en pensez, mais 20 millions d'euros pour un gardien remplaçant quand un titulaire indiscutable, à l'époque Donnarumma, désormais Chevalier, c'est pas un petit montant. C'est un portier qui avait des références, qui était apprécié, qui était décrit comme étant excellent, mais qui était relativement anonyme du côté de l'Hexagone. C'est surtout du côté de la Russie qu'il avait fait ses faits d'armes, et pour cause, c'est notamment un international du pays de Vladimir Poutine. Et en fait, Safonov, c'est un gardien où à pas mal de moments, tu t'es dit, petite concurrence avec Donnarumma, peut-être que s'il fait ses preuves, il peut passer devant. Et là, il y a Chevalier qui est malade, il y a Chevalier qui va pas pouvoir disputer la rencontre face à Rennes dans le passé, la rencontre face à Bilbao désormais, et Safonov semble marquer des points. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que au-delà de toutes ces polémiques extrasportives sur lesquelles j'ai vraiment du mal à me prononcer, il y a quand même un sujet sportif qui est assez intriguant sur qu'est-ce qu'il va donner. Et c'est d'autant plus intriguant que il y a des rumeurs qui ressortent régulièrement sur l'avenir de Safonov. Alors évidemment, elles sont liées à la situation avec Zabarny. On se dit que Zabarny, c'est un très jeune joueur qui a été acheté très cher et que s'il n'y a pas de cohabitation possible, c'est peut-être le russe qui va devoir partir. Et j'en profite d'ailleurs avant de conclure la page Mercato Safonov pour dire qu'il faut arrêter d'en vouloir à Zabarny. On a tous notre avis sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Zabarny est ukrainien, donc déjà j'aurais beaucoup de mal en tant que Français à lui dire ce qu'il doit penser ou non d'un conflit qui concerne son pays.
Moi, je suis français, pas ukrainien. Et deuxième chose, arrêtez par pitié de dire concentre-toi déjà sur ton football. Moi, j'aime pas du tout cette politique qui consiste à dire que selon ton niveau footballistique, t'as plus ou moins le droit d'ouvrir ta bouche. Non, il y a un moment, c'est un joueur, mais c'est aussi un homme. Il a le droit de s'exprimer sur certains sujets. J'espère qu'il est professionnel au sein du vestiaire. Ce serait dommage qu'il ne le soit pas, bien évidemment, mais j'imagine que le Paris Saint-Germain a un peu tâté le marché avant de le recruter, a un peu pris sa température pour voir comment ça pouvait se passer. Bref, pour en revenir à Safonov désormais, l'avenir de Safonov, selon le journal L'Équipe, il pourrait s'écrire de façon différente dans le mercato hivernal. C'est quelque chose qui a été nié, c'est quelque chose sur lequel le Paris Saint-Germain ne dit pas qu'il va y avoir un mouvement de transfert. Alors les informations de l'équipe sur le PSG, chacun pense ce qu'il veut de ça, il y a une crédibilité qui peut parfois être mise en cause, mais en même temps on peut également se dire que si le Paris Saint-Germain veut bel et bien vendre Safonov, ils ont tout intérêt, vu la situation au sein du club, à pas le crier sur tous les toits, parce que ça ferait chuter la valorisation d'un joueur qui a déjà été acheté pas mal, donc peut-être qu'il a été légèrement surévalué. En tout cas, Safonov, c'est un cas à surveiller du côté du PSG. Il est au cœur d'articles extrasportifs, il est au cœur de tensions chez pas mal de supporters. Il va être en vue sportivement parce qu'il a quelques minutes de jeu à gratter désormais. C'est quand même beaucoup de sujets pour un joueur qui finalement devait être assez secondaire du côté du Paris Saint-Germain à la base. Qu'est-ce que je suis content d'avoir défendu Zahir Emery quand je vois aujourd'hui ce qu'il est en train de nous faire au Paris Saint-Germain sur les terrains. Parce que oui, Zahir Emery, c'est un joueur autour duquel il y a eu beaucoup de critiques. Des critiques qui peuvent se comprendre par rapport à son salaire absolument mirobolant du côté de Paris. Mais ça, j'ai envie de dire, lui, il a fait que jouer la carte de la négociation avec son agent. Il a signé un contrat, il aurait eu tort de ne pas le faire et il aurait eu tort de dire... Je vaux peut-être pas ce salaire, donnez-moi donc 200 000 euros de moins par mois, c'est cadeau, allez-y. Une fois qu'on a dit ça, oui, il y a eu une période un peu plus compliquée pour Zahir Emery, d'autant plus qu'il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain, mais j'avais l'impression que beaucoup oubliaient la précocité absolument dingue dont il a fait preuve. On a tendance à beaucoup se hyper en ce moment sur les jeunes qui ont du temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain, qui ont du potentiel, Mbaye, Mayoulou. Zahir Emery, il faut quand même bien se souvenir que quand il a débuté du côté du PSG, c'était autrement plus sensationnel que les noms que je viens de citer. Zahir Emery, c'est un mec qui a battu également des records de précocité en équipe de France. Et on pense ce qu'on veut de l'équipe de France de Didier Deschamps, mais on peut quand même dire qu'on a suffisamment de talent pour que quand tu sois appelé en équipe de France, ça veuille pas dire n'importe quoi, c'est pas comme être international d'une nation footballistique mineure, et quand tu bats des records de précocité en équipe de France, qui est une grande sélection, mais qui a aussi une grande histoire, ça te pose quand même un homme. Et Zahir Emery, depuis le début de saison, depuis même finalement cette Coupe du Monde des clubs, il est en train de remonter en puissance. Et je suis content parce que je me dis, supporters du PSG, soyez indulgents envers Zahir Emery. C'est un très jeune joueur qui a un très long contrat. Partant de là, t'as absolument aucun intérêt à mettre une pression médiatique sur lui, à part le plomber, mais si tu le plombes, tu plombes le propre club que tu supportes. Et au-delà de ça, parce qu'à la limite, moi je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, je me dis qu'il fallait vraiment être... très très jusqu'au boutiste et avoir envie de jeter le bébé avec l'eau du bain pour tirer des conclusions définitives sur un jeune qui connaît une crise de croissance comme c'est arrivé à pas mal de joueurs. Mais voilà, depuis le début de saison, Zahir Emery, il enchaîne les minutes de jeu. Regardez-moi ce temps de jeu, c'est absolument massif, 85% du temps sur le terrain, et je trouve qu'il a été satisfaisant dans plein de contextes. Il a été satisfaisant quand il jouait avec les coiffeurs, il a été satisfaisant quand il jouait avec les titulaires, et il a été satisfaisant qu'il jouait au milieu de terrain ou en tant que latéral droit pour ce que ça veut dire au Paris Saint-Germain, parce que je le rappelle, sous Luis Enrique, quand t'es le remplaçant d'Hakimi, tu vas pas jouer latéral droit comme tu pourrais jouer latéral droit dans une équipe un peu plus classique. Et même là-dessus, si vous avez vu mes vidéos sur Hakimi, vous connaissez ma position. Pour moi, le meilleur remplaçant pour Hakimi, ça a toujours été Zahir Emery. Pour moi, les fantasmes autour d'une recrue qui serait un pur spécialiste du poste, qui pourrait avoir le niveau et qui pourrait accepter le temps de jeu extrêmement réduit que ça veut être, que induit le fait d'être remplaçant d'Hakimi, je suis en train de bugger, parce qu'il faut se rendre compte qu'Hakimi, là, il est absent, mais en temps normal, il est jamais absent. Il y a certes le sujet de la CAN, mais en dehors de ça, c'est un robot qui enchaîne les matchs. Enfin, c'était un non-sens, c'était un fantasme pour moi. Zahir Emery, je trouve qu'il est en train de mettre tout le monde d'accord. Il est en train de mettre tout le monde d'accord sur le fait que, non, on s'est peut-être pas trop emballé sur son potentiel, en fait. Alors, c'est
C'est pas Zidane, hein, c'est pas Lionel Messi, c'est pas le même poste d'ailleurs, mais vous avez l'idée, c'est pas le genre de potentiel, c'est pas Pedri. Mais en attendant, c'est quand même un sacré potentiel et même un sacré joueur de foot aujourd'hui. Et tu le vois, son volume de jeu, sa maturité, ça lui permet d'être une excellente option, y compris en remplacement d'Hakimi. Donc voilà, la leçon avec Zahir Emery, c'est qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est qu'il faut être patient. Et moi, ça me fait plaisir de voir un Titi du Paris Saint-Germain occuper plus de place comme ça, parce qu'on se réjouit depuis le début de saison en se disant, bah, il y a du temps de jeu pour des jeunes, type Mbaye, type Mayoulou, comme je l'ai dit, mais Zahir Emery, ça peut devenir le nouveau Kimpembe dans le sens où ça peut être le mec qui sort de l'académie, qui devient un vrai titulaire dans cette équipe, même si aujourd'hui c'est plus par opportunité qu'il a autant de temps de jeu, mais il y a besoin de ce genre de symbole. Et puis je dirais un dernier truc sur Zahir Emery, c'est qu'il enchaîne les minutes de jeu de façon extrêmement massive, mais c'est pas problématique. Parce qu'il a été remplaçant la saison dernière, parce que la concurrence est telle que tu sais qu'il y a des moments où il va devoir souffler, parce qu'évidemment quand Hakimi va revenir en pleine possession de ses moyens, il va être titulaire, parce que tu sais que normalement le milieu Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, il est imbougeable, donc à ce moment-là, il sera un peu en retrait Zahir Emery, mais là il est au bon endroit au bon moment, il en profite, il fait remonter son niveau de jeu, et moi ça me fait vraiment trop plaisir. Est-ce que la blessure d'Ousmane Dembélé peut le rendre meilleur? Alors je sais que c'est provocateur dit comme ça, mais je suis tombé sur un article de l'excellent site Culture PSG qui se pose la question suivante: pourquoi Dembélé joue comme Pirlo depuis son retour? Et pour faire court, vous l'avez sûrement observé si vous êtes un habitué des matchs du Paris Saint-Germain, on a un Dembélé qui va peut-être être un peu moins présent sur les dribbles, sur les courses à haute intensité, sur la répétition des efforts, et quand on parle de jouer à la Pirlo, ça veut dire qu'on a finalement un mec qui est un petit peu dans son fauteuil. C'est une comparaison qui peut être méliorative quand on prend le meilleur de Pirlo, mais qui, si on s'attaque seulement au stade physique, est plutôt péjorative. Et effectivement, si on regarde les stats physiques de Dembélé cette saison, je vous les montre, ça vient du site datascout.fr, il est clairement dans les pires joueurs du championnat par rapport aux accélérations, la distance parcourue, les courses à intensité, les sprints, alors qu'on sait que c'est normalement quelque chose dans lequel Dembélé est tout à fait capable. La raison, c'est simple, c'est que le joueur fait son retour et que médicalement, t'as pas envie de le flinguer, donc tu l'amènes à être relativement prudent, à reprendre des minutes de jeu déjà petit à petit. Il rentre en cours de match, le temps de jeu est distribué avec parcimonie, on s'en rend compte, mais aussi lorsqu'il joue à ne pas forcément trop appuyer là où ça fait mal. Et donc je me pose la question, est-ce que ça peut pas le rendre meilleur? Vous allez comprendre là où je veux en venir. Dembélé, il a 28 ans. À 28 ans, sur le papier, on ne transforme pas un joueur, mais il nous a prouvé l'année dernière, alors qu'il avait 27 ans, qu'il était capable d'atteindre des niveaux footballistiques qu'il avait peut-être jamais atteints durant toute une longue période dans le passé. Et en fait, moi je me dis Dembélé, c'est un peu mon cheval de bataille depuis le début de saison, avec ses blessures, avec le prime qu'il a atteint pour avoir ce ballon d'or qui était tellement haut. Je pense que si on attend exactement la même version du joueur cette saison, on va forcément être déçu, parce que j'ai du mal à l'imaginer être aussi clinique par exemple que ce qu'on a vu au cours de l'année 2025. Mais par contre, dans cette manière aujourd'hui contrainte de jouer, je me dis que ça peut encore lui apprendre des choses. L'année dernière nous a prouvé que Dembélé il pouvait encore progresser en termes de finition par exemple, et pourquoi pas dans d'autres secteurs de jeu. Dembélé, c'est un mec qui peut parfaitement, sous les ordres de Luis Enrique, dans ce fameux rôle de faux numéro 9 où il est beaucoup plus impliqué dans le jeu, être un distributeur. Et je me dis qu'il a une qualité technique, il a une créativité, et qu'en fait, mise au service du Paris Saint-Germain, avec des matchs où il doit mettre le focus là-dessus, il peut encore s'améliorer dans ces secteurs de jeu. Et Dembélé, même s'il a encore de très 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 longues années au très haut niveau, je n'en doute pas, c'est pas forcément un joueur qui va s'améliorer sur ses capacités physiques pures. Et puis je le redis, si c'est pour jouer dans le même registre que l'année dernière, je suis pas sûr à 100% qu'il soit capable de réitérer à nouveau ce niveau de performance. Mais là, en étant forcé durant quelques mois à jouer différemment, je me dis que ça peut lui ouvrir de nouvelles perspectives. Encore une fois, il peut évoluer, il l'a montré la saison précédente, et si en plus ça limite le risque de blessure, je me dis que c'est potentiellement quelque chose où tout est gagnant. Luis Enrique a beaucoup transformé le joueur, et si j'étais pas pessimiste, le mot est dur, mais un petit peu méfiant sur la qualité de sa saison, là je me dis qu'il y a une porte qui s'ouvre et qui m'intéresse pour voir l'évolution du joueur.
On dit que le meilleur entraînement, c'est celui que tu ne fais jamais, dans le sens où ça veut dire que c'est des caractéristiques qui restent à développer, par exemple physiologiques, et que du coup, quelque chose que tu n'as pas travaillé jusqu'à présent, tu as encore les gains de débutants à faire. Genre les mecs qui commencent la muscu, évidemment, les premiers mois, ils ont plus de gains que quelqu'un qui fait 2 mois de muscu, mais qui a déjà 10 ans d'expérience derrière. Bah, je me dis que pour Dembélé, l'obliger à jouer d'une manière un petit peu différente par ses contraintes médicales, ça peut peut-être amener le joueur à progresser. Je suis curieux de voir ça. Dernière partie de la vidéo, la rencontre face à l'Athletic Bilbao, une rencontre qui est particulièrement attendue parce que le Paris Saint-Germain n'est pas dans une position inconfortable en Ligue des Champions, soyons clairs, mais pour autant, si tu peux t'éviter la telenovelas des derniers jours de cette phase de Ligue où tu descends un petit peu et où tu commences à avoir des débats, est-ce que tu vas passer par les barrages, est-ce que tu vas être dans les top qualifications dès le départ, bah franchement ce serait pas mal, et en plus, le Paris Saint-Germain sort d'un beau succès face au Stade Rennais, tu peux te dire que envoyer un message, te représenter comme un ogre en tapant un adversaire en Ligue des Champions, ça peut être pas mal. Partie sponsorisée par Winamax, je vous montre donc les cotes de la rencontre. C'est le PSG qui est l'immense favori, cote à 1,60 contre 5,20 pour Bilbao. L'immense préférence des parieurs aussi à 98%. Sur les pronos les plus posés, nous avons plus de 1,5 but. Les deux équipes qui marquent, Gvara, joueur décisif ou buteur, c'est un petit peu l'homme en forme suite au dernier match. Et puis mon pronostic personnel, c'est résultat Paris Saint-Germain et nombre de buts, plus de 1,5, cote à 1,74. Je vous le rappelle, si vous avez envie de vous lancer, pour aider la chaîne et avoir un beau bonus de bienvenue, lors de la création de votre compte, vous rentrez le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Alors pourquoi je vais pas sur un joueur précis ? Parce que je trouve en fait cette approche relativement risquée. Oui, Gvara est en forme, oui, Gvara est en plus un mec qui peut plutôt briller en Ligue des Champions, mais Gvara a quand même été assez irrégulier depuis le début de saison. Je dis pas ça pour nuancer la bonne forme de Gvara, mais juste pour vous dire que du côté du PSG, je considère que la force de l'équipe, c'est justement le fait que le danger, il peut venir de plein d'endroits différents. Je vois du but parce que finalement, t'as la possibilité pour le PSG d'en coller pas mal, t'as pas non plus une défense qui est parfaite, donc plus de 1,5 but à l'issue de la rencontre, ça me choque pas, et puis je vois quand même le PSG l'emporter, je vais même pas essayer d'aller sur PSG ou match nul, vu que ce PSG a montré face à Rennes que lors des rencontres qui comptent, il était capable de s'activer. Et je pense que ce déplacement à Bilbao fait partie des matchs qui vont être traités avec le plus grand des sérieux. C'est clairement pas l'affiche la plus sexy d'un point de vue observateur, supporter, mais 3 points, ça vaut 3 points en Ligue des Champions. Que tu les remportes face au Bayern Munich, face au Barça, face à Liverpool, face à Manchester City, ou face à je ne sais quelle équipe pétée qui se retrouve par miracle en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de Bilbao. Je suis pas en train de vous dire que c'est une équipe pétée, mais je pense que vous voyez la différence entre Bilbao et le Barça. Les 3 points valent la même valeur. Et du coup, moi j'attends un PSG très sérieux. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, à la fois sur le match, mais aussi sur les cas que j'ai évoqués. Moi je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.